La vraie vie, c'est oser entreprendre. Entrepreneur avec Groupe Mutuel. Entrepreneur avec Masset, votre partenaire de proximité dans les solutions d'impression. Entrepreneur avec Blanc, votre partenaire nettoyage d'entreprise. Entrepreneur avec un partenaire fiable. DIMAP Group, votre agent BMW. Le travail, c'est la santé, mais la santé, c'est aussi un business. Aujourd'hui, nous parlerons du fonctionnement d'une clinique privée, en particulier celle de La Source à Lausanne. Nous affinerons et évoquerons le secteur des maternités et nous pencherons également sur le métier de doula. François Millier est le responsable du pôle maternité et gynécologie à la clinique de La Source. Nous évoquerons la crise actuelle dans le domaine infirmier et parlerons maternité. Emma Okipinti est doula, elle accompagne les femmes, les parents durant et après la grossesse. Nous détaillerons les contours de ce métier parfois encore méconnu. Madalena Di Meo est entrepreneuse, fondatrice de First Med et sera notre chroniqueuse du soir. Elle vous emmènera dans quelques instants dans un lieu très spécial, vous le verrez. Et enfin, la responsable de la politique sociale pour le centre patronal est parmi nous, Brenda Duru. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue dans Entrepreneur, émission sur la santé, plus précisément sur les maternités. Bonsoir à toutes et à tous. Pénurie de personnel, augmentation des coûts de la santé, techniques de soins en constante évolution. Les thématiques sont très nombreuses dès qu'on évoque le domaine hospitalier vaudois. François Millier, question volontairement très large aujourd'hui. Quel est le plus grand défi quand on dirige un pôle maternité et gynécologie en Suisse ? Alors, il y a énormément de défis aujourd'hui, mais un des principaux est le recrutement du personnel soignant. C'est aujourd'hui un des points majeurs dans notre préoccupation de manager d'établissement. On est vraiment face à quelque chose qui nous dépasse. On a des établissements de scolarité qui forment des professionnels tous les jours, mais on se rend compte que malheureusement, aujourd'hui, ils ne suffisent pas à gonfler les rangs suffisamment pour inverser la tendance de pénurie. Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'élément qui nous prend beaucoup de temps dans cette démarche quotidienne de qualité de soins pour pouvoir vraiment offrir le meilleur aux patients et surtout de garder une qualité et une sécurité au quotidien. C'est l'attrait de la branche qui ne séduit pas suffisamment les jeunes qui doivent décider leur métier, ou c'est tout simplement peut-être plus un manque de structure et de capacité à former ? Alors aujourd'hui, la capacité, on l'a, d'autant plus par les différents projets, en particulier cantonaux, qui sont mis en place. InvestPro en fait partie, on en parlera je pense plus tard. Mais en tout cas, la capacité de formation, elle est présente. Je pense que ce qui fait défaut aujourd'hui, c'est l'attractivité de la profession. Donc, des fois, on a de la peine à avoir des volets entières qui soient pleines. Et après, par la suite, c'est aussi de pouvoir attirer et garder les professionnels de la santé dans nos rangs. Donc, c'est là aujourd'hui le vrai défi. Donc vraiment, c'est ce qui nous apporte aujourd'hui le plus de préoccupation. Parce qu'on se rend compte que la durée de vie, si on peut le dire comme ça, d'un soignant est de plus en plus courte parce que possiblement, et ça ne répond pas forcément aujourd'hui à la qualité de vie que les gens se font de leur quotidien. Il y a quand même des grosses contraintes à travailler dans le monde médical avec les jours, les week-ends, les nuits, les horaires en 12 heures, les astreintes possiblement. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, où on parle vraiment de qualité de vie au travail,
par moment, il y a un petit peu de contradiction par rapport à tout ça. Vous parliez d'Invest Pro, donc programme cantonal qui prévoit d'engager 90 millions de francs d'ici à 2027. La clinique de la Source est une clinique privée. À quel point vous êtes concerné par ce programme? Alors, Invest Pro, c'était vraiment, c'est en réponse à la votation sur les soins infirmiers forts. Donc, le canton de Vaud a vraiment mis l'accent par rapport à ça. Et je tiens vraiment à les remercier parce que c'est quelque chose qui est assez novateur et il y a peu de cantons qui l'ont mis en place. 90 millions de francs dans différents domaines, et en particulier, la formation. Donc, il y a tout un pan de la formation qu'ils ont demandé à doubler les effectifs de formation des professionnels en formation. Donc là, c'est tout un pan, mais il y a aussi un pan qui est sur, donc par rapport à ça, la clinique de la Source la fondation de la Source avec l'école de la Source est concernée, puisque au même titre que les hautes écoles de santé en Suisse, et dans le canton de Vaud. Et par rapport à ça, la clinique, elle est plutôt sur le versant d'attractivité, de gérer sur l'attractivité et la fidélisation, qui sont les 3 axes d'Invest Pro. Du coup, le canton de Vaud a voulu réellement intégrer tous les acteurs du domaine par rapport à public, parapublic et privé. Donc on a tous été invités et sur les différents objectifs et sur les différents thèmes, on est partie prenante d'Invest Pro. La chose qui est juste, aujourd'hui, toute la partie formation, ça a déjà été vraiment bien avancé et les écoles sont prêtes à accueillir les étudiants pour la rentrée prochaine. Sur le terrain, tout ce qui est fidélisation. Qu'est-ce qu'on entend par fidélisation? C'est l'attractivité de la branche? Non, justement, la fidélisation, c'est justement... La fidélisation, c'est vraiment réussir à fidéliser les gens une fois qu'ils sont engagés, en fait. Il y a l'attractivité, qui est aussi un axe pour pouvoir les attirer dans la branche, mais il y a aussi la fidélisation, de savoir, quand une infirmière est engagée, qu'est-ce qu'on peut faire pour la garder, pour qu'elle soit satisfaite de son poste. Horaire, conditions de travail? Exactement. Et ça, aujourd'hui, salaire aussi. Et ça, justement, Invest Pro... L'argent qui est investi par le canton, il est justement pour ça. Et aujourd'hui, la discussion est dans tous les groupes de travail qui sont mis en place. Aujourd'hui, on veut vraiment pouvoir travailler par rapport à ça. Et on a des fois un peu des difficultés, et de crainte par rapport à la suite. On n'aimerait pas que... les votations, la votation, elle est pour tous les soignants, justement. La votation, donc, sans infirmiers forts de 2021. Exactement. Et il faut que dans tout ce qui est décidé, il faut que tous les soignants puissent bénéficier d'Invest Pro, pas uniquement ceux du public. Vous avez peur que ce soit un effet feu de paille, peut-être, ces 90 millions? Ou est-ce que ça va permettre de régler le problème sur la durée? C'est là où la suite va devoir être travaillée. Donc, savoir est-ce que c'est vraiment un one-shot, un seul élan par rapport à l'investissement, par rapport à cette votation. Mais par contre, si on veut travailler sur la durée et qu'on veut que nos établissements de santé soient forts, il va falloir que le canton puisse perdurer par la suite. C'est un très bel effort du canton, mais je pense que si on veut voir durabilité, il va falloir quelque chose qui se perdure par la suite. Madelda, vous vouliez réagir? Ensuite, Brenda? Volontiers. Moi, je suis infirmière de première formation. Ça fait 20 ans que j'entends les mêmes stratégies. Ça fait 20 ans qu'on parle de fidélisation, d'amélioration des conditions de travail et de pénurie. Quand moi j'ai quitté au moment de la formation post-diplôme, l'infirmière se réorientait 5 ans après. Aujourd'hui, est-ce qu'on est toujours à ce niveau de 5 ans post-diplôme réorientation ou on a gagné quelques années dans la vie d'une infirmière? Malheureusement, on est sur la même lignée. On est toujours aux alentours des 5 ans, 7 ans. On parle vraiment entre 5 et 7 ans de durée de vie d'une infirmière. Et aujourd'hui, on espère pouvoir faire évoluer la chose. On a de plus en plus d'événements et d'éléments pour pouvoir augmenter la qualité de vie. Donc effectivement, comme on en parlait avant, le salaire en fait partie, puisque malheureusement, on est sur une moyenne, par rapport au degré de qualification, on est sur une moyenne basse salariale. Donc c'est vrai qu'Invest Pro devrait pouvoir améliorer ça, et c'est un des points qui doit être travaillé pour que tous les acteurs infirmiers, publics, parapublics et privés puissent bénéficier de cette augmentation. Mais aussi qualité de vie. Je prends l'exemple de la clinique de la Source dans laquelle j'exerce. Aujourd'hui, on travaille vraiment sur la qualité de vie, sur l'adaptation des horaires de travail, sur pouvoir offrir plus de vacances,
compter le temps de change dans le temps de travail, augmenter donc les vacances, et c'est vrai que aussi avoir une crèche pour les enfants à disposition, toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui on peut augmenter la qualité de vie au travail d'un collaborateur. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et malheureusement, il y a quand même un versant qui reste le même et pour lequel on ne pourra pas forcément modifier, c'est le travail de nuit, la pénibilité du travail. Mais typiquement, il y a quand même des axes d'amélioration. Augmenter le nombre de diplômés par unité, on peut en faire partie, par exemple, parce que forcément, avoir un infirmier pour 10 patients à prendre en charge selon les secteurs, ça peut être extrêmement lourd. Et aujourd'hui, c'est sûr que d'avoir 2 infirmiers au lieu d'un, ou des ASSC, par exemple, ça peut faire quelque chose qui peut faire améliorer nettement la qualité de travail. Oui, peut-être une question, c'est que la pénurie de personnel, on la connaît évidemment dans le domaine de la santé, mais c'est quand même une problématique assez généralisée au vu de l'évolution démographique qu'on connaît bien en Suisse. On entend parfois dans d'autres branches une critique par rapport à la concurrence que l'État fait au secteur privé. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous observez, que le CHUV ou les établissements cantonaux sont parfois en mesure d'offrir des conditions différentes que celles qui sont possibles dans le privé ? Malheureusement, un petit peu aux dépens du secteur privé, n'est-ce pas ? Oui, alors c'est sûr qu'on ne peut pas parler d'un établissement comme le CHUV versus une clinique privée comme la clinique de la Source de la même manière. Des fois, la technicité et même ce qu'on appelle la comorbidité, donc la lourdeur des cas qui sont pris en charge ne sont pas les mêmes. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, travailler dans un CHUV est peut-être presque plus pénible que de travailler en clinique privée. Ce qui, du coup, des fois, justifie un écart de salaire, par exemple, par rapport à ça. Mais au bout d'un moment, à force d'être toujours en contact avec des cas lourds, au bout d'un moment, on a beau gagner plus d'argent, c'est pas ça qui va nous faire rester, parce que du coup, en termes de pénibilité, il y a un moment donné, ça ne sera pas possible. Pas l'argent le moteur. Par contre, au niveau salarial, justement, il y a un moment donné où, effectivement, là, c'est là où ça se joue aussi Invespro, c'est que les acteurs sanitaires globaux doivent pouvoir être pris en considération par rapport à ça. Et aujourd'hui, si on veut valoriser une infirmière, on doit pouvoir la valoriser qu'elle travaille à l'hôpital, au CHUV, à la clinique de la Source, dans un EMS, dans un CMS. Et ça, pour nous, c'est hyper important dans le versant Invespro. En termes de travail temporaire, je ne sais pas si c'est un phénomène qui est connu aussi de ce côté-ci de la Sarine. J'ai parlé avec différents acteurs dans le reste de la Suisse. Ils disent que parfois la convention collective négociée entre partenaires sociaux pour le contrat temporaire, en fait, a des meilleures conditions, des protections différentes. C'est aussi un phénomène qu'on voit ici d'infirmiers qui choisissent de se soumettre à cette convention collective. Alors, je peux vous en parler facilement, puisque j'ai été directeur d'une agence de placement temporaire pendant 2 ans entre le CHUV et la clinique de la Source. Effectivement, les conditions sont bonnes. Après, souvent, c'est un peu de la poudre aux yeux, parce que justement, il n'y a pas la protection, et en particulier tout ce qui est cotisation deuxième pilier en particulier. Souvent, les établissements, le CHUV, on le sait, a une très bonne convention collective, une caisse extraordinaire. Exactement. Mais c'est ce qu'on appelle les poulistes, c'est un petit peu ces personnes qu'on peut appeler. Alors, les poulistes, c'est vraiment flexibilité. Les poulistes, c'est des gens qui sont engagés à la clinique, mais qui travaillent souvent en contrat horaire. C'était différent que des intérimaires qui viendraient parce on a une pénurie un week-end, un soir, une semaine, quelqu'un qui est malade et on doit la remplacer un peu au pied levé. On n'a pas suffisamment de monde, on fait appel à une agence d'intérim et on prend un intérimaire. Et ces gens-là sont souvent perçus comme étant très bien payés. Mais souvent, c'est parce que dedans, on compense le 13e salaire, on compense les primes de nuit, on compense toutes ces choses-là qui fait au final un salaire des fois plus important. Mais quand on regarde, ils ont quand même une précarité d'emploi qui est quand même pas anodine par rapport à un salarié en CDI. Donc, c'est du court terme. Je voulais aborder un autre point. Pardon, vous avez Non, c'est du court terme versus du long terme. Brenna, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, simplement l'aspect court terme par rapport au long terme. C'est typique de la prévoyance. C'est vrai qu'on se dit, tiens, vaut mieux que 2, tu l'auras. Mais finalement, les tu l'auras, c'est peut-être plus que 2. Donc, quand on a une belle caisse de pension comme au CHUV, c'est un facteur à prendre en compte. Surtout, c'est un thème, je ne sais pas vous, mais moi, à 25 ans, je ne pensais pas à ma retraite. Donc, c'est sûr que... Aujourd'hui, je commence à y penser. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, à 25 ans, on regarde ce qu'on a sur sa feuille de salaire. Et puis, il y a aussi une flexibilité. C'est-à-dire qu'en tant qu'intérimaire, on va mettre... je ne veux pas travailler ce week-end-là parce que j'ai une soirée ou un mariage et des amis. Du coup, je ne mets pas. Alors que quand on est salarié, on est moins flexible au niveau du planning.
Mais au niveau salaire, c'est sûr que des fois, l'attractivité peut gagner les jeunes par rapport à l'intérim. Mais aujourd'hui, c'est sûr que c'est souvent juste un tremplin pour pouvoir faire plusieurs postes, différentes structures, pour voir laquelle est la plus intéressante. Et nous, on a des intérimaires qui viennent chez nous, et c'est de manière régulière que je vois des intérimaires qui, à la fin d'une nuit ou d'une mission, viennent me voir en disant « Si vous avez un poste à pourvoir, je serais intéressé parce que votre structure me plaît vraiment beaucoup. La qualité de travail, l'ambiance, l'équipe est super. Et donc, je n'ai pas retrouvé ça ailleurs. » Et donc, régulièrement, les intérimaires viennent nous voir par rapport à ça. Après, c'est quand même un coût, l'intérim aussi, pour un établissement. Et on fait tout pour essayer de le diminuer parce que pour une gestion d'entreprise, c'est quand même compliqué. Qualité de travail, super équipe, voilà, qui fait plutôt envie, qui pourrait en motiver plus d'un pour venir travailler à la clinique La Source. La Source, forcément, c'est une clinique, mais c'est aussi une maternité qui a vu naître plus de 20 000 bébés depuis sa création en 1927. On va parler maternité en immersion. Voici le Mat Time. Cette semaine, on quitte le studio et Madalena nous emmène dans une exposition qui donnera énormément de sens à nos prochaines discussions. Madalena, vous vouliez nous parler d'une exposition en particulier. En effet, pour cette chronique, exceptionnellement, Elie Wenger et moi-même sommes partis au Jardin des Nations où se déroule actuellement l'exposition Mother to Be qui a été faite en collaboration avec MSF et CIRO. C'est l'occasion d'aller vivre cette immersion en images avec moi et autant vous le dire, ça secoue. Bonjour, bienvenue dans ce Mat Time en immersion. Nous avons le privilège d'être accueillis par Médecins sans frontières au Jardin des Nations, dans le cadre de l'exposition Mother to Be. Nous avons la chance de pouvoir en parler avec Laurence Hoenig, responsable de l'unité multimédia de Médecins sans frontières. Bonsoir Laurence. Bonjour Madalena. En tant qu'instigatrice de ce projet, vous avez collaboré avec vos équipes et CIRO dans le cadre de l'exposition Mother to Be. Quelle est l'ambition derrière cette exposition ? L'ambition de ce projet, c'est de créer un sentiment de solidarité, mais c'est aussi de sensibiliser le public aux différences et aux similitudes de la grossesse à travers le monde. L'objectif aussi, c'est de faire découvrir les activités MSF à un public qui ne nous connaît pas forcément, surtout les familles, pour toucher un peu toutes les générations. Mother to Be nous amène à vivre 26 parcours de femmes de différentes ethnies issues de milieux socio-économiques et géopolitiques variés. Quels sont les messages clés ou fondamentaux que Mother to Be souhaite faire passer et quels messages clés souhaitez-vous faire passer à votre public ? L'objectif de cette expérience immersive, c'est de créer un sentiment de solidarité, mais aussi de sensibiliser aux similitudes et aux différences de la maternité à travers le monde. C'est aussi de faire découvrir à un public plus jeune qui ne nous connaît pas forcément les activités médicales de Médecins sans frontières. Dans une époque où le droit de l'usage du corps de la femme est au cœur de nos débats, n'avez-vous pas peur que cette exposition soit interprétée comme une ode à la maternité ? Le chemin vers la maternité n'est pas une expérience facile. MSF défend le droit de ces femmes qui veulent entreprendre ou non ce voyage. Elle accompagne aussi toutes les femmes qui ne peuvent pas exercer ce choix et toutes celles qui ont des difficultés à mener leur grossesse à terme. CIRO décrit cette expérience immersive comme un grand 8. On est bien au-delà du grand 8. C'est une expérience bouleversante, confrontante, qui redéfinit la définition de la maternité. On est loin des codes de la communication corporate MSF. On est dans une expérience de vie, de récit et de parcours. Mother to Be nous met devant les yeux des situations auxquelles personne ne pense. Dans les zones de conflit, donner la vie est un véritable parcours du combattant. Les infrastructures sanitaires y sont souvent détruites ou inaccessibles. Et le personnel médical est débordé quand il n'a pas tout simplement été évacué. Dans ces contextes, chaque naissance est un acte de résistance contre le désespoir, un refus de se soumettre à la brutalité du monde. Chaque grossesse désirée démontre une forme de foi en l'avenir, la conviction qu'il reste quelque chose pour lequel il vaut la peine de lutter. Ne l'oublions jamais. Poignant, ça avait l'air poignant. Madame, vous êtes touchée. C'est une exposition qui secoue.
que j'invite vraiment tous ceux qui peuvent se rendre au Jardin des Nations d'aller découvrir un aspect. On est dans une émission économique, on parle d'entrepreneuriat et on oublie parfois le versant d'entrepreneuriat social où il y a tout un business model, une stratégie différente. Et je suis obligée de vous interpeller, monsieur, en tant que responsable d'une unité de maternité. Chez nous, il y a les murs, nous avons une anesthésie, on a un confort, on a la stérilité, on a le plus hôtelier. Voir cette exposition, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous interpelle? Ça m'interpelle beaucoup parce qu'effectivement, en plus pour avoir travaillé en Afrique, aujourd'hui, on a tendance à oublier la chance qu'on a de pouvoir vivre, travailler et de pouvoir accoucher dans des établissements comme ceux qu'on a dans notre beau canton. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui, on doit pouvoir retrouver cette comment dire, cette sensibilité et vraiment cette accès à notre système de santé. On a vraiment quelque chose de beau. On a des beaux établissements, on a une belle technologie. On le voit d'ailleurs par rapport au coût de la santé. Mais c'est sûr que ça interpelle parce que il ne faut pas oublier qu'on n'est pas seul sur cette planète et il y a encore beaucoup trop de gens qui n'ont pas accès à des soins de qualité, à de la sécurité. Il y a encore un taux de mortalité maternelle et infantile qui est énorme et heureusement on en est préservé. Mais aujourd'hui, il ne faut quand même pas oublier qu'on fait partie d'un secteur qui est toujours un peu en difficulté par rapport à ça. Donc c'est bien que ça soit mis en lumière en tout cas. Une chose, je profite de rebondir. Non, allez-y seulement pour Emma. C'est vrai qu'on ne vous a pas encore entendu depuis le début de l'émission. On a beaucoup parlé, on a regardé ce reportage. Mais je pense qu'on avait la même question avec Madalena. C'est qu'est-ce que ça vous inspire, en fait, vous, cette exposition de MSF? Bon, tout ce qui a trait à la maternité a du sens pour nous, les doulas, on va dire. Et puis, je ne l'ai pas encore vu, malheureusement. Donc, ça me donne surtout envie de m'y rendre et puis pouvoir me positionner un peu plus à ce niveau-là. On va parler du métier de doula dans quelques instants. J'avais juste une question, c'est pour rebondir à ce que vous venez de dire. Effectivement, alors forcément, si on regarde sur la globalité, on a énormément de chance d'avoir des qualités de soins et un système médical aussi performant en Suisse. Simplement pour parler un petit peu innovation technologique dans l'évolution des pratiques, est-ce qu'aujourd'hui la Suisse est plutôt à la pointe ou à la traîne? Comment est-ce qu'on se situe? J'aime toujours parler d'innovation et puis de progrès. Je pense que notre système de santé fait partie d'un des meilleurs du monde, hein, donc ça c'est indéniable. Un des plus chers, mais aussi un des meilleurs. Aujourd'hui, la technologie fait partie de notre quotidien, que ça passe par le bloc opératoire avec des robots opérateurs, par rapport à des méthodes de diagnostic très précoces, de traitement aussi, l'accès à tout ce qui est médicamenteux aussi, hein, puisqu'on a quand même accès à de nombreux traitements qui sont assez innovants. Donc aujourd'hui, on fait partie des très bons domaines. Et on a la chance de pouvoir être toujours à la page. Tout ce qui est innovant, on a la chance de pouvoir l'acquérir, ou en tout cas de pouvoir l'essayer, et de pouvoir l'offrir à notre patientèle. Question très brute et sans romantisme. Combien ça coûte un accouchement en Suisse? C'est une question qui est très vaste. C'est un peu comme si je vous demandais, vous aimez les voitures, combien coûte une voiture? Je pense qu'il y a... Alors à la source, vous avez plutôt des Ferrari ou des Peugeot? À la source, on a plutôt des belles voitures, mais ça reste extrêmement compliqué de chiffrer un accouchement. De simple fait que, ne serait-ce que par le temps d'occupation d'une salle d'accouchement, on sait qu'on parle en termes de coûts à l'heure. Typiquement, entre un accouchement qui dure un quart d'heure, où la patiente arrive et accouche dans le quart d'heure, ou qui met 12 heures à accoucher, on n'aura pas forcément le même coût. Le seul coût que je peux chiffrer aujourd'hui, c'est le coût en transpiration et en volonté qu'ont les soignants et le corps médical à apporter leur expertise, et le coût de la maman. Mais c'est sûr qu'en termes du personnel médical, c'est la transpiration que le soignant peut donner pour pouvoir apporter la meilleure qualité de prise en charge auprès de nos patients. Je profite peut-être de spécifier une petite chose. C'est une clinique privée. Qui dit clinique privée dit assurance privée, semi-privée. Donc, vous avez un choix de patientes qui cible votre clinique. Demain,
une maman qui est en commune peut venir accoucher chez vous. Oui, tout à fait. On a cette opportunité, moyennant un forfait, de pouvoir venir accoucher à la clinique. Et on s'est rendu compte, en particulier pendant le Covid, parce qu'on a été un peu plus flexible sur les règles pendant le Covid, que pas mal de patientes étaient intéressées pour venir accoucher à la clinique. Donc nous, on accueille vraiment tout le monde. Effectivement, ça a un coût, parce qu'il y a quand même des prestations qui sont quand même assez importantes. Mais c'est vrai que c'est notre objectif, et en particulier la clinique de la Source, c'est vraiment, on est une clinique lausannoise, vaudoise mais lausannoise, avec vraiment une volonté de vouloir être ouverte à une population très locale. L'accouchement, c'est un grand tout à la fois, fin, milieu et début du plus beau des voyages. Et sur le chemin, les doulas vous accompagnent. Emma, on va enfin pouvoir parler. C'est vrai qu'on a beaucoup discuté pour l'instant. Navré, on ne vous a pas beaucoup fait participer. Voilà, c'est votre moment. Emma, vous êtes doula à Lausanne. Vos services, votre vision, c'est l'accompagnement des parents pendant et après la grossesse. Pour ceux qui ne connaissent pas, en quoi ça consiste être doula? Alors, être doula, c'est un accompagnement psycho-émotionnel des parents qui va commencer quand les parents le décident. Donc, ça peut être autant au tout début de grossesse que parfois, ça commence à la 37e semaine. Tout d'un coup, on se dit, tiens, on découvre les doulas et on a envie d'un accompagnement. Donc, il n'y a pas de bon moment pour appeler une doula. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, les parents nous joignent quand ils veulent. On les accompagne pendant la grossesse. On va s'occuper d'eux d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue confort. Ça veut dire qu'ensuite, ça dépend des doulas, mais on peut être formé pour le massage, par exemple le massage prénatal ou d'autres activités comme l'hypnose. Et puis, on va avoir un rôle informatif aussi, de compléter les informations qu'ils ont déjà aussi à travers les cours de préparation, par exemple. Et on sera là aussi pour répondre à leurs questions tout au long de la grossesse, parfois sur les petits mots, évidemment sans le côté médical, mais voilà, pouvoir répondre à quelques petites questions et les rassurer de la meilleure manière. Vous le dites, sans le côté médical, c'est effectivement écrit sur votre site. Nous donnerons la main avec le personnel médical pour vous assurer la sécurité affective nécessaire. Donc vos services viennent vraiment en complément du médical. C'est ce qui est important, c'est qu'on ne va pas pouvoir remplacer les sages-femmes, mais on va se compléter dans nos services en fait. Donc voilà, ce sera quelque chose de différent. Et puis j'ai volontairement posé la question sur l'accompagnement des parents avant, mais est-ce qu'il faudrait plutôt parler de l'accompagnement des femmes enceintes? Ça s'adresse aux couples ou uniquement aux femmes? Comment ça se passe? Alors, l'objectif des doulas, c'est quand même d'accompagner les parents. Vraiment, le papa et la maman, autant pendant la grossesse. Ça peut arriver que j'ai des papas qui m'appellent et qui me disent « Oh là là, je ne sais pas comment réagir. Là, j'ai ma femme qui réagit particulièrement à une situation ou une autre. » Les histoires un peu nerveuse? Oui, par exemple. Et ils se trouvent démunis même pendant la grossesse. Et du coup, on a aussi ces échanges-là avec les papas. Et puis, pendant l'accouchement, pareil. En fait, c'est vraiment un accompagnement des parents et du papa pour lui montrer aussi quelle technique de confort il va pouvoir utiliser pour soulager la maman, par exemple. Ou ça peut être aussi sur des accouchements très, très longs, par exemple. Quand des accouchements, ça arrive, des accouchements de 48 heures, on peut se passer le relais, on fait une équipe. Voilà, avec les équipes médicales, c'est vraiment, on fait une équipe autour des parents. Comment on se forme à ce métier, à cette vocation? Alors, il y a plusieurs formations qui existent. Moi, j'ai fait la formation suisse, qui est la formation de doula suisse, qui dure 1 année. Enfin, minimum 1 année. Ensuite, il y a beaucoup de modules à remplir sur la psychologie, la physiologie de la naissance. Donc, enfin, voilà. C'est une formation assez complète qui existe en Suisse. Voilà. Oui, allez-y, madame. Si je peux me permettre, qu'est-ce qui vous différencie d'une sage-femme? Alors, c'est vraiment ce côté non médical. Voilà. Nous, on ne va jamais pratiquer un toucher vaginal, on ne va jamais prendre une tension, on va jamais... voilà. Nous, on est vraiment
pas là pour ça du tout. Ça va être vraiment ce qui va différencier, c'est aussi la disponibilité, c'est que les parents peuvent nous joindre quasiment jour et nuit du moment que le contrat s'est mis en route. Donc, par exemple, vous parlez de contrat, donc vous êtes une prestation remboursée, pas remboursée, reconnue l'ANAMAL ou pas? Alors, on est remboursé par une assurance que je vais citer, c'est le groupe Mutuel, depuis le mois de novembre avec une complémentaire. Donc voilà, c'est les complémentaires. C'est une complémentaire, oui, exactement. On espère qu'ils ouvriront le chemin aux autres assurances. Et autrement, c'est un service que les parents paient. Puisqu'on parle argent, alors j'imagine que c'est peut-être aussi un petit peu la même chose. Il y a différentes vitesses, mais on a posé la question combien coûte un accouchement, combien coûte un accompagnement? Alors c'est très variable entre les doulas. Déjà, il y a les doulas qui ne sont pas encore diplômés, les doulas diplômés, donc il y a déjà une petite variation à ce niveau-là. Moi, je vais parler à titre privé. C'est 1 400 francs pour une prestation sur un forfait global qui va englober des rencontres avant la naissance, une période de garde de 5 semaines pour être présente à l'accouchement, et puis des visites en postpartum. On dit présente à l'accouchement. Est-ce que des fois dans l'imaginaire collectif, on associe systématiquement doula, accouchement à domicile? Alors, justement, nous, on accompagne les accouchements, peu importe où ils se trouvent. L'important, c'est que les parents se sentent bien dans l'endroit qu'ils ont choisi, au final. Donc, ou qu'ils se sentent en sécurité. Donc, s'ils ont choisi un accouchement à l'hôpital, on les accompagne à l'hôpital, ou à domicile, ou en clinique. J'ai eu la chance d'accompagner à la source. À la source? Oui. Ça va, ils sont gentils? C'était des magnifiques accompagnements, une très belle collaboration. Je pense peut-être important de spécifier, parce que vous parlez de l'accompagnement à l'accouchement, donc vous n'accouchez pas, mais c'est vraiment l'accompagnement plutôt émotionnel, oui, et confort. Voilà. C'est des soins en complément. Voilà, des techniques de confort, des pressions, des massages. On masse beaucoup pendant les accouchements. Voilà, des mots rassurants, des choses, enfin, parfois des choses dont on a discuté avant, leur rappeler aux parents, on avait parlé de ça, et puis voilà, ça va être... Oui, je vous ai vu réagir d'ailleurs sur les massages. Oui, mais c'est quelque chose qui... Les doulas, c'est une profession qui sont en pleine augmentation, parce qu'il y a aussi des doulas qui sont sur la fin de vie. Donc c'est vraiment un accompagnement affectif. Et pendant plusieurs années, il y a eu une espèce d'opposition et de conflit entre les sages-femmes et les doulas, justement. Les sages-femmes trouvaient qu'elles se faisaient voler un peu leur métier par rapport aux doulas. Et maintenant, quand on leur a ouvert la porte de nos maternités, de nos salles d'accouchement, on se rend compte que vraiment, il y avait une vraie complémentarité par rapport à cela. Et c'est vrai que, alors, peut-être des fois un peu moins en structure privée, parce qu'on a des fois un peu plus de temps à disposition auprès de nos patientes, mais par exemple dans un établissement public comme le CHUV, où il y a énormément d'activités, par manque de temps, des fois on est des fois un peu malmenant envers nos patientes parce qu'on n'a pas cette disponibilité. S'il y a une doula, typiquement elle peut prendre le relais pour pouvoir accompagner, masser, parler et juste être présent. On en parlait juste avant l'émission. C'est quelque chose qui est très important. Cette présence, ce pilier dans cette phase d'accouchement qui peut être très déstabilisante. Et ces moments-là, les doulas sont souvent des piliers qui sont hyper importants. Vous allez plus souvent travailler dans le secteur public? Vos patients vont peut-être plutôt faire appel à vous? Là où je vais le plus souvent, c'est effectivement au CHUV, à Lausanne. Bien que, comme je disais, je vais un peu partout. Et effectivement, dans les structures comme le CHUV, c'est pas une sage-femme pour un accouchement. Donc, elle se balade forcément un petit peu dans les diverses chambres. Et du coup, d'avoir une doula qui est présente tout le temps, dès le début, enfin dès que les parents le souhaitent, c'est pareil, ils nous appellent, ça peut être dès la perte des os, ça peut être dès les premières contractions, c'est eux qui décident à quel moment ils ont besoin et envie qu'on soit à leur côté. Et dès ce moment-là, en fait, on ne va plus bouger. Donc on sera là pendant toute la durée du travail, aussi long qu'il soit, et jusqu'à la naissance. Au chevet, à l'écoute. On va continuer à parler bonne pratique avec un véritable tremblement. Oh, je vais pas y arriver. Tremblement de terre intergénérationnel. Très bien. Voici l'Actu Éco. Ça rigole même dans mon oreillette. Alors, sujet que l'on pourrait penser léger, mais qui en a surpris plus d'un.
Plus d'une, fini le thé au fenouil dans les maternités. L'estragol, principal composé du fenouil, est dangereux pour la santé s'il est consommé à haute dose. Or, il était recommandé depuis des décennies pour favoriser la lactation des mères qui allaitent et soulager les coliques de nourrissons. Le thé au fenouil a-t-il été banni à la maternité de la clinique de la Source? Comment est-ce que vous avez vécu, vous, cette annonce dans les médias? Alors, l'annonce dans les médias a été le point final de tout un mécanisme, puisque du coup, on a été mis au courant beaucoup plus tôt de cette étude. Et effectivement, en fait, on va dire c'est une mesure de précaution, puisque aujourd'hui, quand on lit l'étude, effectivement, elle est assez juste, mais il faut vraiment des quantités qui sont astronomiques pour que ça devienne dangereux. Donc, c'est plutôt une mesure de précaution. On sait que tout ce qui touche à la maternité et au nouveau-né, on veut vraiment le meilleur pour nos bébés. Et donc, du coup, on sait qu'aujourd'hui, on n'a pas été délétère dans ce qu'on a fait dans le passé, mais qu'aujourd'hui, la connaissance nous fait dire attention, il y a potentiellement un mini-risque, donc prenons les précautions par rapport à ça. Et donc, très rapidement, on a aussi retiré ce thé de fenouil des maternités. Pour vous, Emma Occhipinti, le fenouil, votre position? Alors, moi, je ne recommande pas forcément aux mamans que j'accompagne le fenouil depuis déjà quelques temps. Parce que généralement, c'est une prise en charge de l'allaitement dès le début qui est adéquate, fait qu'en fait, il n'y a pas réellement besoin de compléments tels que le fenouil pour augmenter la lactation. Donc, j'étais plutôt déjà réticente sur la tisane de fenouil avant cette étude. Pareil, j'ai jamais aimé le fenouil, comme ça au moins c'est clair. Mais beaucoup de mamans en buvaient des litres alors qu'elles n'aimaient pas ça, juste parce qu'on leur disait de boire. On avait soif. Voilà, ça c'est de l'investissement maternel. Dernière question, parce que le temps file, on arrive au bout de cette émission. Mais alors du coup, pour toutes les mamans qui nous regardent, petite question info-service, par quoi remplacer les sachets de thé au fenouil? Est-ce qu'il y a une bonne pratique? Moi, j'aurais tendance à dire un bon accompagnement de l'allaitement. Si on apprend déjà comment fonctionne l'allaitement avant la naissance, je pense que c'est déjà assez intéressant parce qu'on va pouvoir comprendre tout le processus, on va pouvoir utiliser des bonnes positions, savoir comment la production de lait se fait. Et généralement, si on a ces informations-là, il peut y avoir toujours des complications évidemment, mais ça aide beaucoup. Vous me dites alors, Yette, combien de temps il reste si j'ai le temps pour une dernière question? Il y en a une qui m'intéresse beaucoup, j'aimerais bien votre avis de spécialiste là-dessus. Dans ce même article du 24 heures, on peut lire « La maternité est un domaine où beaucoup d'informations non fiables circulent, notamment sur les réseaux sociaux, ce qui peut causer des problèmes ». Est-ce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un nid de fausses bonnes idées? Je pense que pour tout ce qui est de notre société en général, mais c'est vrai que particulièrement la maternité, effectivement, il y a beaucoup de gens qui s'improvisent spécialistes et qui, du coup, ne donnent pas les bonnes informations. Donc, le conseil que je peux donner aux gens, c'est vraiment de dire, surtout, écoutez les bons professionnels. On a mis, en particulier à la Clinique de la Source, on a créé une page Instagram pour donner des conseils et alimenter en bonnes pratiques et en bonnes informations. Donc, j'aurais tendance à dire aux gens, quel que soit le sujet, dirigez-vous vers des bons sites qui sont reconnus avec des professionnels certifiés. Et par rapport à ça, aux réseaux sociaux, on voit l'influence des mères influenceuses, c'est le cas de le dire. Quel impact ça a aussi sur votre activité, conseil, là du coup pour la doula aussi, parce que ça prône des conseils? Je pense que c'est toujours compliqué d'avoir un son de voix unique d'une expérience et d'en faire une généralité. Donc je pense que les gens aujourd'hui ont besoin de s'exprimer et de donner leur point de vue par rapport à ce qu'ils ont vécu. Mais encore une fois, un vécu ne veut pas dire que c'est ce qui a été réellement, ce qui s'est réellement passé. C'est des perceptions face à des conseils qui sont de bonnes pratiques, reconnues par la science. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est assez important. Donc pourquoi pas suivre une influenceuse, quel que soit le sujet, en particulier pour la maternité, c'est bien qu'elle s'exprime, mais de là en faire parole d'évangile, comme on peut le dire, ça reste compliqué. Vérifiez toujours les sources, c'est pareil pour le journalisme. François Millier, merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Emma Occhipinti, bonne suite avec Doula Lausanne, merci d'avoir été présents tous les deux sur cette émission. Madeleine Diméo, félicitations pour votre conversion en tant que journaliste de terrain et bravo pour ce reportage. Brenda, on se revoit prochainement ici sur le plateau d'Entrepreneurs avec grand plaisir. La semaine prochaine, nous parlerons du meilleur de l'innovation lausannoise avec une émission spéciale
sur les perles, les prix Entreprendre de la région lausannoise. Passez une bonne semaine, n'arrêtez pas d'entreprendre, pas de thé aux fenouilles. Bye bye. La vraie vie, c'est oser entreprendre. Entrepreneur avec Groupe Mutuel. Entrepreneur avec Masset, votre partenaire de proximité dans les solutions d'impression. Entrepreneur avec Blanc, votre partenaire nettoyage d'entreprise. Entrepreneur avec un partenaire fiable. DIMAP Group, votre agent BMW.